Merci de prendre place pour conclure cette belle journée passée tous ensemble autour d'un thème majeur, la performance, qui illustre bien, je trouve, l'engagement que les intervenants, les équipes du théâtre, les équipes de la tribune aussi ont consacré à cette 9e édition d'une époque formidable. Et avant d'oublier, je vous donne rendez-vous pour la 10e édition l'an prochain, qui nécessairement sera une édition anniversaire avec un format, une scénarisation adaptée. Cette performance, nous allons donc l'aborder par le biais du sport et puis nous l'élargirons à d'autres terrains, notamment ceux du corps, de l'entreprise, de l'innovation et du progrès, qui tous questionnent notre rapport éthique à la gagne. Pour en parler, une immense athlète, un philosophe spécialiste de l'innovation, enfin une des figures scientifiques et entrepreneuriales des nouvelles technologies. Immense athlète, en effet, Sophie Lavaux, vous êtes française, suissesse et canadienne. Vous êtes himalayiste et conférencière et le 26 juin dernier, vous avez accompli un exploit qui est entré dans l'histoire des plus grandes performances sportives. Ce jour-là, vous finissez de gravir le Nanga Parbat et de fait devenez le premier Français homme-femme confondu et la 4e femme au monde, sans doute, on ne sait pas trop, 3e, 4e, 5e, je ne sais pas, mais 3e ou 6e femme au monde, à poser le pied sur les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète. Une aventure étalée sur 11 ans, à l'issue de 22 expéditions et de l'équivalent de 3 années à dormir sous la tente au-dessus de 5000 mètres. Vous avez publié en 2019 Une femme, 7 sommets, 10 secrets aux éditions Fav, mais c'était en 2019 et il manquait donc les 7 suivants. Xavier Pavie, vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et aussi directeur de programme au prestigieux Collège international de philosophie. Parmi vos domaines de prédilection, les exercices spirituels, ainsi que l'innovation et l'imagination. Vous publiez d'ailleurs ces jours-ci au PUF l'imagination comme mode de vie. Nous y reviendrons plus tard car l'éthique de la performance convoque autant l'âme que le corps. Enfin, Aurélie Jean, vous êtes docteur en sciences, entrepreneur, vous êtes en effet une des figures de la science algorithmique et de la modélisation numérique, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire Data et Sport, la Révolution, écrit à 4 mains avec le rugbyman Yannick Nyanga, multiple champion de France avec Toulouse et désormais entraîneur adjoint du Racing 92. Cet essai relate les révolutions en effet que les nouvelles technologies et notamment la collecte et l'interprétation des data exercent sur la pratique professionnels, mais aussi amateurs du sport. D'abord, comment appréciez-vous la notion de performance? Et je pose d'abord la question à Aurélie et Xavier. Dur de passer en premier. Alors, la performance, c'est vrai, quand on parle performance, je pense tout de suite performance sportive. Alors, je dis pas ça parce que je viens de faire un livre avec Yannick, c'est vraiment, je pense, performance sportive, alors qu'en réalité, lorsque je le translate dans mon milieu professionnel, je parle plutôt d'efficacité ou d'exploit dans mon travail. Mais c'est vrai que performance, et je pense que c'est un biais, parce que j'ai fait du sport en compétition quand j'étais plus jeune, ou la performance, je la pense automatiquement au sport. Et maintenant, quand je pense à performance, je pense inévitablement mesure, quel que soit le domaine, puisqu'en fait, le biais pour mesurer une performance, pour estimer s'il y a performance ou pas, il faut faire une mesure pour avoir un cadre, une référence. Et cette mesure peut être un temps, peut être une distance, peut être le simple fait d'avoir fait quelque chose, c'est une mesure de oui ou non si la chose a été faite, etc. Donc je pense mesure, et en l'occurrence, depuis 1 an, on a travaillé sur ce livre avec Yannick, c'est véritablement la mesure de la data. Donc quelle data on va aller collecter, quelle information on va aller mathématiser pour lui donner sens dans un modèle, une équation, peu importe. Et du coup d'aller mesurer la possible performance ou le moyen en tout cas d'accéder à cette performance. Et vous Xavier, en tant que philosophe? J'aurais 2 réponses. La première, c'est qu'en enseignant dans une école de management, il y a toujours une question de performance de l'entreprise, par exemple, qui peut l'être. Mais la performance, et c'est intéressant de regarder par rapport à l'aube du sport, c'est qu'en philosophie, la performance, elle est, dès le banquet de Socrate, ou de Platon, ou Socrate, a une dimension sportive et de performance exceptionnelle. Imaginez-vous, vous êtes à l'aube, tout le monde a fait la fête toute la nuit, en permanence, ils ont bu, ils ont mangé, tout le monde a fait la fête, et donc après, c'est une véritable beuverie, ils sont tous allongés.
sauf un. Un qui se tient droit dans l'embrasure de la porte. Il est droit et c'est Socrate. Il a autant bu, autant mangé que les autres, mais il est dans la performance. C'est-à-dire qu'il est dans la maîtrise de lui-même, quand bien même des phénomènes extérieurs ont pu le toucher. On est dans la performance. La performance, ça vient de l'anglais, on le sait, c'est l'anglais qui veut dire réaliser quelque chose, accomplir quelque chose, tout simplement. Il a accompli de passer la nuit, même s'il avait bu, même s'il avait mangé. Et cette dimension-là est importante parce que même si historiquement, on peut voir la notion de performance au 19e siècle pour ceux qui jouaient aux chevaux, le turf, ça vient de là, la notion de performance, eh bien, c'est comment je vais utiliser mon corps, sans forcément l'exceptionnel, sans forcément le résultat, sans forcément le calcul, mais au moins comment je vais accomplir et réaliser quelque chose. Et donc, dans la philosophie, on a cette première image de Socrate un peu hors norme, qui va performer. La performance, on peut l'envisager, la mesurer vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire c'est un dépassement de soi, mais dans un monde marchand comme le nôtre, de toute façon, la performance se mesure toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas dommageable, ça? Et ça me permet de faire un lien aussi sur la distinction que vous faites entre innovation et progrès. Innovation a une traduction quasiment automatique dans le champ marchand, justement, alors que le progrès relève plutôt du bien commun. Est-ce qu'on peut faire quelque part un parallèle entre ces deux notions de la performance? Alors, l'innovation, ça vient du latin innovare. Innovare signifie le changement à l'intérieur. Novare, c'est un changement que vous avez, que l'on a. Le fait que nous ayons plus de dents de sagesse aujourd'hui, c'est parce que nous avons un changement à l'intérieur de notre corps. In, on l'utilise en anglais naturellement, mais c'est un mot latin. Innovare signifie le changement à l'intérieur. La question, c'est pourquoi est-ce que nous changeons? Pourquoi est-ce que nous avions eu des dents de sagesse? Pourquoi est-ce que nous n'en avons plus? Pourquoi est-ce que dans les organisations, parfois, on utilise le mot innovation? Pourquoi est-ce que quand on pratique de la philosophie, on est aussi en innovation? C'est tout simplement parce que vous avez des phénomènes extérieurs. Le fait que nous ayons des phénomènes extérieurs qui vont venir nous changer, nous bousculer, fait que notre organisme est obligé de changer. Même chose pour une entreprise, même chose pour une organisation, même chose pour un corps vivant. En permanence, nous changeons à l'intérieur. Et donc cette notion de changement à l'intérieur a une ligne très simple, elle est chez Bergson quand il parle d'élan vital. C'est-à-dire que l'élan vital est l'élan qui va nous permettre la survie et de progresser pour pouvoir continuer à vivre. Si vous n'avez pas cet élan vital avec ce changement à l'intérieur, vous disparaissez comme bon nombre d'espèces qui ont disparu. Sophie, performance est un mot que vous n'aimez pas particulièrement. M'avez-vous confié justement quand on préparait le débat? C'est pas que la performance ne m'intéresse pas, c'est que c'est pas mon moteur finalement. Si on reprend donc ce grand chelem himalayen, c'est 11 années, effectivement, c'est 22 expéditions, mais mon moteur n'a pas été la performance, n'a pas été, ça peut être paradoxal de dire ça, mais effectivement, j'avais envie d'atteindre le sommet, mais le sommet, c'est vraiment presque la cerise sur le gâteau d'une expédition qui va en moyenne durer 2 mois. Donc si on est complètement focus uniquement sur ce moment précis où on va atteindre le sommet, tout le reste de l'expédition va être quelque chose de très très difficile. Mais le moteur, est-ce que vous le connaissez seulement? Est-ce que vous arrivez à le qualifier? Est-ce que vous le cernez? Est-ce que vous le connaissez, ce moteur? C'est la passion de l'Himalaya et la passion de l'alpinisme avec un grand A. Et tout ce que ça... C'est l'aventure qui m'intéresse. C'est la marche d'approche qui, des fois, quand on va au fin fond du Baltoro pour arriver au pied du K2, il nous faut 10 jours. Donc, ne serait-ce que ça, c'est déjà un voyage en soi. Et on n'a pas encore mis la pointe du crampon sur la montagne. C'est après toute l'organisation, la préparation, la mise en place d'un camp de base qui va être le lieu de vie pendant les semaines où on va tenter de grimper cette grande montagne. Ouais. Et... Non, pardon, allez-y, pardon. Non, et c'est ça, c'est toute cette vie qu'il y a autour de ce point culminant, c'est ce chemin qui va faire que... Voilà, justement, vous avez fait 22 expéditions, 14 sommets. J'en déduis que 8 expéditions n'ont pas abouti, au sens où vous n'êtes pas allé au sommet. Mais justement, ce que vous nous racontez là, c'est une manière de
comment dire, de désamorcer la notion d'échec qui est toujours liée à la performance. Finalement, dans ces 8 expéditions à l'issue desquelles vous n'avez pas atteint les sommets, vous avez quand même goûté à d'autres plaisirs, peut-être à des joies même plus grandes que lors d'expéditions victorieuses, parce qu'il y a cette aventure humaine, parce qu'il y a ce travail de la marche, parce qu'il y a ce dépassement de soi, ou pas? Oui, alors il ne faut pas se tromper, on est quand même dans cette dynamique pour atteindre le sommet. Donc, quand on est confronté au tremblement de terre en 2015 au Népal, qui nous fait interrompre l'expédition, ou une avalanche qui balaye notre camp d'altitude, où on perd tout notre matériel, ou des problèmes de météo qui font qu'on est complètement bloqué, ça nous met effectivement dans une situation d'échec, mais dès l'instant où on redescend et on est au camp de base en sécurité et avec nos 10 doigts, nos 10 orteils, c'est une forme de performance aussi. Quelque part, on imagine que vous avez approché, vous avez frôlé la mort à peut-être plusieurs reprises, on peut l'imaginer. Rester vivante, c'est une forme de performance. Échapper à la mort quand on pratique l'himalayisme comme vous, c'est une sorte de performance. Ah oui, il faut pas se tromper. On parle de zone de mort, hein, au-dessus de 8000 mètres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est cet état d'hypoxie dans lequel on est. Donc, c'est le manque d'oxygène qui va complètement altérer notre capacité de réflexion et qui va faire que très souvent, on risque de prendre des mauvaises décisions. Et s'il y a un grain de sable qui va se mettre dans ce rouage, personne va être en capacité de venir vous sauver. Donc, si on s'arrête, on s'assoit et on commence à se somnoler, on va directement à la mort. Donc, c'est effectivement c'est cet environnement extrême qui fait que on est dans une vraie école du renoncement. Et le renoncement, dans un cas comme ça, vous sauve la vie. Je vous ferai réagir justement au propos de Sophie. Dans les années 80-90, les profils Gabarro, Escoffier, Boivin & Co. ont lancé en fait une dynamique du toujours plus extrême et du toujours plus vite. Et cette culture du fast and light, elle s'est développée jusque dans l'Himalaya. Je rappelle que vous avez mis 11 ans et 22 expéditions pour atteindre les 14 sommets. Il y a quelques mois, une Norvégienne n'a eu besoin que de 3 mois et 1 jour pour accomplir le même exploit. Faut-il considérer cette performance comme plus grande que la vôtre? Et d'un point de vue philosophique, établit-on une hiérarchie des performances? D'abord Sophie, par rapport justement à cette comparaison avec cette Norvégienne. Alors, cette Norvégienne en question, c'est Kristina Rilla, qui a réussi ce challenge avec... Tenzing Sherpa, non pas Tenzing, il s'appelle, enfin bref, donc Lama, parce qu'on le surnomme Lama, donc son Sherpa, et donc ils sont 2 à avoir réussi cette performance, parce qu'ils ont fait exactement donc les 14 sommets ensemble, avec un déploiement très très important de logistique, hein, une grosse logistique, beaucoup d'oxygène, beaucoup d'hélicoptères, on a fait 2 des sommets parce que c'était mes 2 derniers de cette année ensemble. C'est grâce à Christine que j'ai eu l'autorisation d'aller au Tibet au printemps. On a fait une expédition sur le Shishapangma, donc le sommet principal, dans des conditions exceptionnelles. J'admire beaucoup Christine pour son engagement, pour son mental. Et là, on est dans de la performance pure. Mais vous aussi. Mais elle aime aller vite, et moi, j'aime prendre mon temps. Xavier, là, et après je ferai réagir M. Aurélie, cette hiérarchisation des performances, est-ce qu'on peut y échapper dans un monde où tout est comptabilisé, chiffré, quantifié? Est-ce qu'on peut y échapper? Non, mais c'est pas grave. Pardonnez-moi, Denis, vous semblez avoir un aspect un peu négatif de la performance. Non, j'essaie de trouver un peu les failles pour animer le débat. Je me doute, Denis, je me doute, mais je joue aussi mon rôle à vouloir aller à l'encontre de cela, parce que c'est très positif, la performance. Il n'y a pas de Jeux Olympiques dans Robinson Crusoe ou Vendredi. Il est tout seul.
On est forcément face à une concurrence, face à quelqu'un avec qui on veut se mesurer. Même si c'est pour se dépasser soi-même, on va quand même regarder combien a fait le premier. On va regarder si les autres l'ont fait. Le fait qu'il existe une performance pour soi-même, se dépasser par rapport à soi-même, ça n'empêche pas que la performance est quand même présente. Autrement dit, on a besoin de regarder dans quelle mesure moi je me situe à un endroit, mais par rapport aux autres. Dans toutes les situations que l'on a, il y a une forme de... Beaucoup, philosophiquement, ont souvent condamné la notion de performance avec un esprit, je dirais, parfois, je le dis un peu vite, mais parfois capitaliste ou libéral, en disant, regardez, on est enchaîné, et même la performance l'est, regardez, maintenant on a des montres connectées, regardez, maintenant on regarde sur Strava combien on a fait, regardez l'ensemble de ces dimensions-là. C'est plusieurs choses différentes. La première, c'est que là, c'est toujours Strava et la réponse, par exemple, ou les autres, ou les montres Garmin et les autres, c'est la réponse à un besoin conscient, latent ou inconscient. Le fait que nous ne l'utilisions pas, c'est aussi parce que ça n'était pas présent. Mais par contre, on a quand même été dans la performance, quand bien même on n'a pas pu la mesurer. À partir du moment où on a pu la mesurer, nous l'avons mesurée. Ce qui peut sous-entendre qu'en effet, elle était néanmoins présente, mais nous n'avions pas la possibilité de le faire. Parce que naturellement, nous sommes portés par la compétitivité. En permanence, nous sommes portés par une compétitivité qui n'est pas forcément négative. Ça va être nous contre les autres, c'est certainement nous contre la survie. D'un autre côté, quand on regarde ce qu'a accompli Sophie, vous êtes, dans votre question, Denis, en train de dire « Ouais, mais regardez, Christine l'a fait au bout de 3 mois, par exemple. Ah, mais regardez, combien... » Et ce qui est très intéressant, vous n'avez pas cité combien Reinhold Messner avait mis. Beaucoup plus que Sophie. Autrement dit, il y a toujours une notion de comparaison par rapport avec les autres. Est-ce que Sophie, par rapport à Reinhold Messner, a fait plus ou moins? La réponse, elle était plus performante. Par rapport à Christine, elle a fait moins. Mais dans tous les cas, on est en train de comparer Sophie par rapport à une performance. Donc le fait qu'il y ait de la comparaison n'est pas pour moi un problème. Il y a forcément de la performance avec de la comparaison. Et il n'y a pas une hiérarchie, mais il y a toujours une mise en perspective. Aurélie, comment vous réagissez justement à ce qu'on vient de se dire? Et d'ailleurs, vous-même, en tant que scientifique, entrepreneur, j'imagine que parfois vous avez renoncé, comme a pu le faire Sophie. Comment avez-vous vécu ces renoncements? Alors moi, je ne vois pas du tout ça comme des échecs, puisqu'en fait, je sais que dans la culture française, peut-être européenne, on a du mal avec l'échec, mais je dis souvent par humour, en fait, qu'en France, il y a 2 choses qu'on n'aime pas, c'est la réussite et l'échec. Et je pense vraiment ça. Et je pense que peu importe ce qu'on fait, même si on n'atteint pas la performance qu'on s'était donnée, parce que c'est toujours en lien avec ce qu'on s'est donné nous, il ne faut pas l'oublier, on a quand même réussi, et ce que vous avez très bien dit, la simple performance de rester en vie. Par rapport à la mesure, justement, c'est intéressant, parce que lorsqu'on pense hiérarchisation, on pense tout de suite comparaison. Le fait de pouvoir comparer des performances. Lorsqu'on pense comparaison, on a tendance à vouloir, de par notre culture et puis le caractère pragmatique de la chose, de vouloir comparer des chiffres, des grandeurs. Vous l'avez fait vous-même en comparant les quelques mois avec les années de madame. Et donc voilà, vous avez fait vous-même cette comparaison. Mais en fait, là, il y a peut-être aussi un biais, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une comparaison entre 2 grandeurs, il faut s'intéresser au contexte de la mesure de la grandeur. Comment la grandeur a été mesurée, dans quel contexte, comment l'effort a été fait. Et puis il y a un point important, c'est quand vous mesurez des grandeurs, c'est quel chemin a été parcouru pour atteindre cette grandeur. Là, je dis toujours, il faut revoir la parabole des talents. L'effort est peut-être parfois plus important que le résultat final. Mais tout ça n'est pas du tout un discours naïf. C'est-à-dire que c'est important parce que si on revient à tout ce qui est mesure, moi, c'est mon travail d'aller mesurer les choses, d'aller capter des signaux faibles, des signaux forts, d'aller modéliser, anticiper. On se pose toujours cette question de quelle est l'information qui est dominante, quelle est l'information qui compte, qu'est-ce qu'on doit aller regarder. Et le simple fait de dire ça, vous pouvez potentiellement apporter un biais dans votre regard. Et c'est la même chose dans la performance. Qu'est-ce qu'une performance? Et je donnerai juste une petite anecdote parce que je trouve qu'elle est intéressante. Yannick, en fait, on a eu cette idée du livre parce que Yannick m'a dit une phrase que j'ai trouvée très forte. Il m'a dit, si j'avais eu 18 ans aujourd'hui, donc il a 40 ans aujourd'hui, hein, si j'avais eu 18 ans aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas été sélectionné dans l'équipe de France parce que je suis hors norme. Il ne rentre pas dans les standards que des statistiques fournissent de ce qui peut amener justement à une performance extraordinaire. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, en disant ça, il admettait que le simple fait de mettre une valeur sur une performance, un exploit et une capacité à être performant pouvait potentiellement biaiser et mettre à l'écart ce qu'on appelle des outsiders, des gens qui ont des capacités extraordinaires qu'on n'a peut-être jamais vues,
ou des gens qui font des gestes différemment, qui ont en l'occurrence, lui, il avait des tests d'endurance qui étaient très différents de la normale, et physiquement, il avait un physique très différent des gens qui, en général, réussissent à son poste. Et donc, partant de ce principe, ça pose la question aussi de qu'est-ce qu'on regarde comme grandeur, et peut-être que les mois que vous avez pris pour comparer deux performances, les deux sont des performances quand même, hein, deux performances, n'est peut-être pas la seule métrique à aller regarder. Donc c'est très complexe et surtout on arrive ensuite à ce défaut qui est la culture de résultat, peu importe le moyen pour y arriver. On va y revenir justement, parce que ça fait partie du cheminement éthique aussi, du rapport éthique, hein, de l'exercice éthique de la performance. Je m'appuie sur votre livre. Sous quelle forme, en quelques mots bien sûr, quelle forme prend cette datafication du sport ? En fait, elle est ni bonne ni mauvaise déjà. C'est vraiment, ça dépend comment vous l'utilisez. C'est comme la performance. Je veux dire, moi, je pense qu'on est tous plus ou moins compétitifs. Après, est-ce qu'on est un bon ou un mauvais compétiteur ? C'est ça la question. Donc, dans le cas en fait du sport, ce qu'il faut savoir, c'est que la data dans le sport, souvent on pense au paris sportif, mais nous, on a décidé de ne pas parler du paris sportif. On a trouvé que c'était le sujet un peu facile et les gens attendaient ça. On a voulu parler des choses, de sujets qui allaient étonner le lecteur. Et donc, on est parti de data pour aller, entre autres, améliorer les performances, les mesurer, mais aussi éviter les blessures ou encore détecter des talents, etc., etc. Et en l'occurrence, la data, elle est née il y a très longtemps, puisqu'elle est née à la fin du 19e siècle, à New York, un journaliste du journal le New York Times qui utilisait ces fameuses data pour aller anticiper la réussite d'une équipe au baseball. Donc, en l'occurrence, c'était pour alimenter les paris sportifs. Mais ensuite, au 20e siècle, on a eu plusieurs petites révolutions, dont une récente. Une première petite révolution au début du XXe avec l'arrivée des statistiques en masse qui permettaient de faire des modèles bien plus complexes que des simples prédictions en faisant des produits en croix. Et puis, ensuite, on a eu l'arrivée de l'ordinateur à la moitié du XXe, ce qui a permis de faire ces calculs automatiquement et puis à la main. Et puis des calculs relativement complexes. Hein. Et puis on a eu donc encore cette révolution d'Internet qui nous a permis aussi d'aller faire des objets connectés pour aller collecter de la data à la volée, parfois en temps quasi réel, sur des personnes en mouvement. Et puis on a eu donc cette révolution plus récente de tout ce qui est IA algorithmique, c'est-à-dire cette capacité à aller traiter, à aller embarquer dans des modèles de plus en plus abstraits, en fait, des data, des informations sur le scénario sur lequel on veut détecter un signal, faire une anticipation, une analyse, etc. Et donc tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le sport, c'est très intéressant parce que, en fonction de comment vous l'utilisez, vous pouvez tomber dans certaines dérives, des dérives qui sont propres à la data elle-même. Par exemple, je donne un exemple tout bête, c'est le lien entre la confusion qui règne entre la corrélation et la causalité. Ce n'est pas parce que deux événements évoluent de la même manière que l'un est la cause de l'autre, par exemple. Donc ça, c'est les exemples propres à la data. Et après, vous avez des dérives de la data dans le sport en particulier. Je vous en ai donné un, c'est le fait de ne pas être capable d'aller détecter des talents extraordinaires. Mais il y a aussi le risque de l'homogénéité du sport. C'est-à-dire que si tout le monde se base sur les mêmes data, on va tendre vers des stratégies homogènes. Puis un autre point qui est, je pense, peut-être le plus important et qui va vous parler, parce que je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on est performant, c'est l'écoute de l'instinct et de l'intuition. Et Yannick me disait c'est arrivé aussi sur lui-même, c'est que à force d'avoir des datas et à en demander toujours plus, on oublie une chose, c'est notre instinct et notre intuition sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça, il dit beaucoup, il dit la data doit être un cadre analytique pour aller révéler ce qu'il y a de plus humain en nous. Et en l'occurrence, chez l'athlète, c'est l'instinct et l'intuition. Et je pense que l'instinct et l'intuition fait aussi que vous pouvez rester en vie à certains moments parce que vous avez eu le bon réflexe, vous avez pu sentir une situation. Enfin, j'en suis persuadée. Justement, Sophie, quand on évoquait les datas dans le sport et dans la performance data, vous m'avez dit spontanément, moi, j'ai besoin d'un GPS. Excusez-moi, si on peut avoir un petit peu de silence. Merci beaucoup. Vous m'avez dit, j'ai besoin d'un GPS pour pas me perdre et puis voilà. Et puis j'ai besoin d'un météorologue pour échapper aux orages et aux voilà, et c'est tout. Et vous m'avez ajouté les suivis médicaux, j'en zappe 1 sur 2. Ça vous inspire quoi justement, ce monde des datas qu'apparemment vous avez fait le choix de ne pas appliquer à vos expéditions? Effectivement, donc d'abord, c'est l'éloge de la légèreté aussi, la très très haute altitude. Donc le moins on en prend avec nous et le moins de risque on a de se mettre aussi en échec de par portage, etc. Bon, sans passer sur la préparation. Mais oui, un GPS, c'est vital.
Et aujourd'hui, donc, on a des GPS via le satellite qui permettent de recevoir des SMS. Et ces SMS sont les bulletins météo. Donc voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Alors c'est vrai que vous allez me dire, mais la préparation, il y a quand même toute cette partie-là. Quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai le rêve d'aller faire l'Everest », et je dis « Mais t'as fait quoi en montagne ?» Il me dit « Je sais pas ». Je lui dis « Bah alors, tu vas faire le Salève, qui est la petite montagne à côté de Genève, et puis après on en reparle. Puis après tu iras faire le Mont Blanc, puis après on en reparle. Et puis après tu iras faire un 5000, un 6000, etc. » Et je dis ça, c'est simplement parce que je pense que l'expérience est un gage de sécurité. On peut avoir toutes les machines qui clignotent si on ne sait pas l'interpréter. Et de nouveau, là, quand on parle d'hypoxie, on est vraiment dans un environnement très, très, très particulier. Et je pense que la grande différence dans la grande famille des sports qu'on évoque beaucoup là maintenant, c'est que l'alpinisme n'est pas un sport qui est une discipline qui est classée. C'est pas une discipline olympique, c'est pas une discipline où alors effectivement il y a des records qui commencent à être un petit peu établis comme ça, mais il n'y a pas d'organe de contrôle. Donc on est encore dans un monde de l'aventure et de l'entraide, et quelqu'un qui va mettre 20 heures pour arriver au sommet et un autre qui va en mettre 36, peu importe. L'important, c'est effectivement... C'est ce qui sauve finalement ce sport, c'est qu'il échappe justement à un cadre trop contraignant et qui créerait justement, même artificiellement, de la mesure, de la comparaison, de la compétition, de la... Oui, alors il y a des alpinistes qui ont des aujourd'hui c'est le tracker. Le tracker, comme ça on va pouvoir suivre. Alors le point il bouge tellement lentement que franchement c'est pas très intéressant, mais après envoyer un point GPS depuis le sommet, ça donne la preuve du sommet. Finalement, qu'est-ce qu'il faut? C'est ramener la preuve. Donc cette liste, pourquoi 4e ou 6e ou peu importe, elle est parce qu'il y a eu une remise en question des listes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Himalaya, une montagne, c'est un massif dans les Alpes. Donc c'est énorme, c'est des dimensions gigantesques. C'est 2 mois d'expédition, alors que pour gravir un Mont Blanc, il faut 2 jours. Donc tout est tellement immense que aller trouver exactement le point culminant d'une montagne est finalement pas si évident que ça. Et donc, au fil des années, il y a eu ce qu'on a appelé cette zone de tolérance qui s'est établie, où si on allait un tout petit à côté l'Antissime, on recevait quand même le certificat, etc. Et donc, il y a ce petit comité de, je les appelle moi les geeks des 8000, parce que c'est des bénévoles, c'est des amoureux de ces grands sommets, qui ont fait une enquête pendant 10 ans, pour vraiment aller valider la liste de 40 et quelques personnes qui ont réussi les 8000, et en allant chercher les preuves pour dire non, lui en fait il n'a pas été au vrai sommet, lui il n'a pas été. Et donc il y a une grande discussion aujourd'hui sur la validation donc des vrais sommets. Et c'est pour ça que moi sur les 22 expéditions, j'ai fait donc 16 8000 parce que j'ai dû retourner sur 2 sommets pour valider, aller en fait, au point culminant de la... Et on parlait de Reinhold Messner tout à l'heure. Le grand débat actuel, c'est que il n'a pas été au point culminant de l'Annapurna. Est-ce que ça change vraiment la grandeur du bonhomme? Je pense pas. Vous êtes vous aussi alpiniste, je veux dire vous aussi alors en amateur bien sûr, j'imagine. C'est le karting et la Formule 1, vous savez. Voilà. Ici même, on a reçu à plusieurs reprises ces dernières années un autre philosophe alpiniste que vous connaissez, Étienne Klein. Le philosophe que vous êtes, spécialiste de l'innovation, comment entend-il justement les propos de Sophie? Ce qui est très compliqué, alors effectivement, vous l'avez dit, et je le dis de manière tout à fait humble, c'est pour ça que la métaphore que j'utilise est à dessein en parlant du karting et de la Formule 1, permet d'avoir une idée de ce que peut accomplir Sophie.
Elle le dit de manière très humble, et si quelqu'un lui dit aller voir l'Everest, eh bien commencer déjà par la petite montagne à côté, et puis continuer le Mont Blanc, etc. C'est-à-dire que ce qui est très difficile, c'est d'essayer de mesurer la performance de quelqu'un quand on ne pratique pas la même chose. Comment peut-on mesurer véritablement ce qu'a fait Sophie? C'est un tout petit peu en le voyant. Mais c'est pareil pour n'importe qui dès lors que l'on court un peu. Il suffit de courir 1 ou 2 kilomètres pour s'apercevoir qu'un marathon, c'est quand même très long. Et c'est très compliqué de l'accomplir en 3 heures. Et c'est la même chose pour chacun des sports. Autrement dit, la question de l'innovation est encore une fois à travers la notion importante de comment est-ce que l'on accepte de se changer pour comprendre le monde. Je l'explique. J'ai tout à l'heure expliqué qu'on a l'innovation à l'intérieur de soi et ce sont les facteurs extérieurs qui vont nous faire changer. Les facteurs extérieurs qui vont nous faire changer sont sous-entendant, oui, j'accepte d'être changé, ce qui n'est pas forcément une évidence, c'est-à-dire que l'on peut être provoqué par un certain nombre de changements extérieurs qui veut dire, moi je ne veux pas changer. Souvenez-vous, il y a un président qui a même été élu en France en disant, le changement c'est maintenant. A priori ça a fonctionné puisqu'il a été élu. Est-ce que pour autant on a voulu changer? C'est autre chose. Autrement dit, encore une fois, on ne parle que d'innovation. Quand François Hollande parle d'innovation, d'être élu, le changement c'est maintenant, il parle d'innovation de manière très claire. Il n'utilise pas le terme, évidemment, un terme plus commun qui est le changement c'est maintenant. Mais il aurait dit l'innovation c'est maintenant, on pourrait tout à fait prendre ça de la même manière. Néanmoins, on est d'accord pour se changer si cela va provoquer quelque chose chez nous qui nous plaît, qui nous intéresse. Si quelque chose ne nous plaît pas, ah mais moi j'appelle pas ça de l'innovation, ah mais moi j'appelle pas ça du changement tel qu'il le faudrait selon moi, ma perspective. Et je reviens donc sur mon point précédent. Selon moi, la perspective, c'est bon, qu'est-ce que ça veut dire grimper 14 sommets de 8000 mètres? Quand elle parle, Sophie, d'hypoxie par exemple, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être à 60 ou 80% d'oxygène en moins par rapport à lorsque l'on est sur les rives de la Saône ou du Rhône, par exemple? Ben, ça ne veut pas dire grand-chose. Autrement dit, la performance est dans une complexité monumentale, monstrueuse, pour pouvoir s'en approcher un peu. Et parfois, il faut effectivement en passer par la compréhension de l'autre, le changement à l'intérieur, pour comprendre l'ensemble de ces aspects-là. La performance est quelque chose d'ésotérique. Et ça a quelque chose d'ésotérique, la performance, parce qu'on ne peut pas la comprendre si on n'est pas confronté à l'aspect dans lequel on va être. Aurélie, en évoquant le cas justement de Yannick Nyanga, vous l'avez vous-même évoqué, hein, le risque, le danger de l'uniformisation des performances, de l'homogénéisation aussi des profils. Comment lutter contre ça? Comment justement créer une frontière, une barrière qui permet de développer les datas en échappant justement à ce spectre-là? Est-ce que c'est possible? Oui, bah, absolument. C'est possible à la fois d'éviter les menaces intrinsèques d'un usage, d'un mauvais usage de ces datas, avec tous les risques. Donc, je vous ai parlé de corrélation versus causalité. Il y a aussi le paradoxe de la mesure, le fait de mesurer quelque chose peut perturber le résultat. Si vous mettez en mettant un capteur GPS sur le dos d'un athlète, d'un rugbyman, le rugbyman ne va pas du tout agir de la même manière. Et ça, c'est important, il faut garder à l'esprit. Et puis plein d'autres, que ce soit les questions de technologie, de discrimination technologique et tant d'autres choses. Je pense que pour répondre à ça, il faut prendre un exemple qui est complètement en lien avec la situation actuelle, c'est le rugby. Et en particulier Fabien Galtier, qui est l'entraîneur de l'équipe de France. Et je ne sais pas si vous suivez un peu, mais l'équipe de France a fait une très très belle saison. Et beaucoup parlent de la méthode Galtier. Et Fabien Galtier, en fait, qui utilise la data, beaucoup, mais qui l'utilise en fait de façon très intelligente selon moi, puisqu'en fait il utilise la data pour lui fournir en fait un éclairage sur une situation que seul lui peut décider. Lui avec tous les autres entraîneurs, parce qu'il y a aussi des coachs data au sein de l'équipe de France. Je pense aussi à Jérémy Charmad, qu'on cite dans le livre et qui est un grand spécialiste de l'usage de data et de modèles algorithmiques dans le sport et qui travaille pour l'équipe de France, il faut le savoir. Et donc vous le voyez, il est tout le temps dans les tribunes à regarder ce qui se passe, à prendre des notes et à taper sur son ordi. Mais voilà, donc c'est des gens comme ça qui vont permettre à Fabien Galtier de prendre la bonne décision. Et Fabien Galtier, justement, on en parle dans le livre, il parle de la théorie des 3 cerveaux, ce qui en fait, nous on l'explique ce que c'est la théorie de Sternberg, un psychologue américain de 88, qui dit, en fait, il n'y a pas que l'intelligence analytique, qui est celle fournie, donc qui est donnée par la data, mais qui est aussi celle maîtrisée par la machine, l'algorithme quand vous faites un modèle. On a aussi d'autres composantes que l'humain maîtrise. Ça va être l'intelligence créative, émotionnelle et pratique, le fameux bon sens. Et situationnel. C'est ça, voilà, c'est le bon sens, exactement. L'intelligence situationnelle que les rugbyman, dont les rugbyman parlent tout le temps. Et donc, à partir de ce principe, on comprend bien que pour aller chercher ce qu'il y a de plus humain en nous,
ce qui nous différencie de cette fameuse data ou des modèles algorithmiques beaucoup plus larges, ça va être l'intelligence analytique, il faut aller chercher l'intelligence créative, pratique, émotionnelle. Et pour ça, en fait, il faut donner un cadre analytique. Et nous, ce qu'on dit dans le livre, et on en est persuadé, parce que même si ce livre s'applique au sport, en fait, il s'applique à tous les domaines, c'est de dire que la data, elle doit arriver comme un moyen pour donner un éclairage des signaux faibles ou forts d'une situation, pour ensuite révéler ce qu'il y a le plus humain en nous, et justement d'insister sur nos autres types d'intelligence. Cela étant dit, les datas peuvent aussi améliorer notre intelligence analytique, bien évidemment. Mais c'est important à garder à l'esprit. Et donc, quelle est la solution? C'est de bien découpler les intelligences, même si elles se recouvrent, je ne vais pas vous mentir, pour arriver à comprendre ce que la data ne fera jamais, ce qu'elle ne pourra pas vous apporter, mais au contraire, ce qu'elle peut vous apporter. Et par exemple, un point qui a été vu au Racing 92, lorsque Yannick était directeur sportif, ou au Racing Espoir aujourd'hui, c'est justement, il dit en fait que lorsque les athlètes ont de la data, si elle est bien utilisée, si on leur explique vraiment les tenants et aboutissants et ce qui est fait avec cette data, ils ont tendance à faire plus confiance à leur instinct parce qu'on leur a fourni un cadre de confiance. Et j'ai trouvé ça intéressant comme remarque. L'aléa, l'imprévu, ils ont encore leur place dans un monde qui sera fortement géré justement par les datas. Alors c'est souvent la menace qu'on met en avant, c'est ce déterminisme absolu qui fait que l'imprévisible, l'inattendu ou n'a plus de place en fait dans les différents domaines. Le sport en fait partie. C'est aussi un point important. L'imprévisible est important pour deux raisons. Déjà parce qu'il faut le déclencher pour aller vers des solutions, aller vers des voies qu'on n'aura pas explorées naturellement. Deuxièmement, il faut que ça existe parce que de toute façon, ça va arriver. C'est-à-dire que même si vous avez un modèle ou des datas extrêmement puissantes qui vous apportent énormément d'informations, il y a forcément un cas qu'elle ne va pas couvrir. Donc il faut arriver à gérer cet imprévu. Et souvent, je dis, c'est transformer le désordre en incertitude maîtrisée, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe. Le désordre et l'incertitude, c'est deux choses différentes en physique. Donc, donc, partant de ce principe, oui, c'est possible, mais encore une fois, il faut faire attention à comment on utilise ces datas, comment on utilise ces modèles, quelle information on fournit si on parle du sport à l'athlète, c'est-à-dire que l'athlète doit comprendre en fait ce qui est fait avec ces datas. Je vous donne un exemple de dérive chez l'athlète, c'est quand ils savent qu'ils ont un GPS et qu'ils mesurent leur pic d'accélération sur le terrain. Bizarrement, lorsqu'on arrive c'est Yannick qui me racontait ça pour le Racing, quand ils arrivaient à la fin de l'entraînement, ils faisaient tous des sprints comme des malades vers les vestiaires pour avoir un sprint en plus dans leur data. Et donc, on voit bien qu'on a aussi, quand on parle de performance, on a aussi, à partir du moment où on mesure des choses sur nous-mêmes, on a envie toujours de faire encore mieux que la veille ou de faire mieux que son voisin. Et ça peut aussi amener à une autre menace qui est la perte du collectif. Et ça, il en parle beaucoup, Yannick. Et je fais référence aussi, on en fait référence dans le livre d'Eva Illouz, Le ressentiment contre la démocratie, qui est sorti en début d'année, où elle parle justement de ce monde où, et je défends la data, mais je reconnais qu'il faut faire attention comment on l'utilise, on va tellement collecter de data qui nous concerne nous et nous seuls, pour nous servir nous et nous seuls, de manière la plus personnalisée possible, qu'on a tendance en fait à en oublier l'autre. On a tendance à s'éloigner de l'autre. Et ça, c'est valable dans un club sportif, dans une équipe, c'est valable aussi dans l'entreprise. Partout, bien sûr. Partout, en fait. Comment continuer de maintenir un équilibre entre la performance individuelle qu'on veut développer et puis l'intérêt, bien sûr, l'enjeu du collectif. Et ça, c'est un point important parce que je vais donner juste mon exemple parce que ça m'avait marqué. À chaque fois que j'appartenais à une institution universitaire ou d'entreprise aux États-Unis, à chaque fois, mon évaluation annuelle, parce qu'on a une évaluation comme beaucoup d'endroits en France, j'imagine, on regardait mes performances individuelles, mais on regardait aussi comment j'avais fait, en français, comment j'ai fait pour faire que les autres performent encore mieux. C'est-à-dire que comment j'ai aidé les autres à travailler mieux et plus facilement. Et je trouvais que cette mesure-là était importante dans l'évaluation, parce que je vois beaucoup, pour discuter avec certains de mes amis, où en fait seules leurs performances individuelles sont prises en considération. Et du coup, pour le coup, ça peut faire perdre aussi l'idée du collectif et l'idée que dans une entreprise, c'est ensemble qu'on va réussir à faire de belles choses. Je voudrais qu'on parle d'inégalité et de discrimination que peuvent provoquer justement les datas ou la mauvaise utilisation des datas. Il y a les sportifs ou les sports qui peuvent s'offrir les datas et les autres. Il y a aussi les sportifs et les sports qui commercialement et médiatiquement sont attractifs et les autres. Et puis les autres, ce sont donc les sports confidentiels, mais ce sont aussi les femmes. Oui. Comment vous réagissez, Aurélie? Sophie, comment aussi vous-même vous réagissez en tant que sportive? Alors, je laisserai Sophie discuter, qui aura plus de choses à dire sur ce sujet, je pense. Mais c'est vrai qu'on a deux biais profonds. Donc, pour faire de la data dans le sport, il faut de l'argent. On ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire, oui, vous pouvez vous débrouiller avec
quelques outils, quelques modèles, quelques logiciels mis au service, mais très vite, en fait, les clubs qui vont à un niveau assez fort ont tout de suite des coachs data, des gens qui sont des ingénieurs, des scientifiques ou des analystes sportifs, qui ont plutôt des sportifs, mais avec un background un peu technique. Donc, partant de ce principe, on comprend très bien, comme vous l'avez très bien dit, des sports qui ont moins d'argent, moins médiatisés, souvent, ils vont pas se permettre d'avoir ce genre d'outils. Et concernant le genre, c'est un vrai problème, c'est qu'on voit déjà que les sports féminins sont beaucoup moins mis en avant que le sport masculin, leurs budgets sont beaucoup moindres. Je ne parle même pas de l'argent que récupèrent les sportifs femmes comparé aux sportifs hommes lorsqu'une performance est atteinte ou lorsqu'elles ont gagné une compétition. Donc, partons de ce principe, si tous les modèles, si toutes les datas collectées, les modèles sur lesquels on réfléchit sont pensés pour des sports masculins uniquement, et qu'on pense qu'en les translatant vers le sport féminin, ça va fonctionner, c'est une erreur. Je donne juste un exemple concret en médecine, parce que ça parlera à tout le monde. L'infarctus, pendant des décennies, a été étudié sur l'homme uniquement. Et on a pensé qu'il fallait juste translater les observations de l'homme vers la femme. Or, et je vous le dis à tous ici, parce que comme ça, vous le saurez, les symptômes de l'infarctus chez la femme sont différents de ceux observés chez l'homme. L'homme a souvent mal au thorax ou au bras. Les femmes, elles ont mal à la mâchoire. Donc, c'est bête, il faut le savoir, mais c'est un point important parce qu'on a translaté naïvement, sans le savoir, aveuglément, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a encore des infarctus qui sont beaucoup plus difficilement détectables chez la femme que chez l'homme. Sophie, comment justement, vous, en tant que femme, vous vivez cette inégalité supposée, justement, dans le domaine du sport? Je vais juste revenir sur la question d'avant, mais qui va faire le lien. C'est que moi, en Himalaya, toute seule, je vais aller nulle part. Et ça, faut jamais l'oublier. Et donc, j'ai besoin des équipes. Et très souvent, on a l'image du super-héros au sommet, ou qui passe la ligne, ou qui lance sa raquette parce qu'il a gagné, etc. Mais on oublie très souvent toutes les personnes qui sont autour, qui vont permettre cette performance. Et donc, moi, j'aime bien, et j'en parle dans le livre, de parler de followership, qui est en fait une façon de remettre en valeur donc les équipes. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Un leader seul, il ne va pas aller bien loin. Donc ça, c'est un premier point. Et puis en fait, le fait d'être une femme, on en revient aussi à la hiérarchie des entreprises. C'est marrant, mais plus on monte en altitude et moins il y a de femmes. Donc ça doit quand même s'expliquer. Mais je pense que c'est vraiment lié au fait que la femme, elle va se mettre beaucoup plus de blocage. Elle va moins oser se lancer, par exemple, dans une aventure comme ça, alors qu'elle est tout aussi capable, bien sûr. Et en fait, l'himalayisme en général, il n'y a rien de sexy là-dedans. On n'a pas un public qui est au camp 3 et qui vient nous applaudir quand on passe. Donc on est vraiment dans une petite niche d'un sport qui dans la grande famille des sports de montagne, et donc c'est d'autant plus difficile. Donc ça rejoint ce que dit Aurélie, c'est vraiment donc la femme en tant que telle a vraiment de la difficulté. Et donc moi j'aime bien justement, et en plus on est dans des pays compliqués, donc le Népal, le Tibet et a fortiori le Pakistan, qui sont donc les trois destinations où se situent les 8000. J'étais ravie cette année de côtoyer 2 femmes pakistanaises qui ont quand même commencé à gravir des 8000. Donc petit à petit, ça vient, mais le chemin est long. Xavier, est-ce que l'on peut définir, alors c'est un grand mot, mais est-ce que l'on peut définir ou cerner ce que pourrait être une éthique de la performance? Je pose la question parce que les datas servent à optimiser les performances, et j'essaie de savoir ce qui peut être la limite, ce qui fait la délimitation entre l'optimisation tolérable et l'optimisation intolérable. On peut dire la loi, mais la loi elle varie d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, vous connaissez très bien, Aurélie, les États-Unis, les réglementations sont extrêmement permissives en termes d'utilisation de produits qu'on jugerait nous dopants,
en France qui ne le sont pas, par exemple, aux États-Unis. Est-ce que l'on peut trouver un juste curseur, finalement presque universel, sur l'éthique de la performance ? Oui, pour répondre pleinement à la question, je pense qu'il faut mettre la perspective avec ce que pourrait être une morale de la performance. Autrement dit, vous savez qu'il y a souvent l'éthique, la morale et puis la loi, comme vous l'avez dit. L'éthique, elle est simple, elle est globalement l'accord que l'on va avoir ensemble. Par exemple, dans ce théâtre, on pourra avoir une éthique qui, ensemble, est de décider telle ou telle chose. Peu importe la chose, on est tous végétariens, par exemple, c'est notre éthique. La morale est différente. La morale nous est donnée par des institutions. C'est-à-dire que vos parents vous ont dit comment vous comportez, l'hôpital vous dit comment vous soignez, les prisons, comment vous redressez votre comportement, à l'école, on vous dit comment est-ce qu'il faut vous tenir. Ce sont des institutions qui vous donnent la morale. Et en fonction de cette morale, comment vais-je me comporter ? L'éthique, elle est donc différente, comme je l'ai rappelé, puisque, en effet, c'est ce qu'un groupe décide d'avoir ensemble. Ce qui est très vrai, par exemple, notamment dans l'alpinisme, ce qui est très vrai dans l'escalade, par exemple. Et puis, au-delà de la morale, il y a évidemment la loi, qui, la loi, elle, vous dit, voilà ce qui est bon en fonction des lois qui sont votées, si on est dans une république, si on est dans une démocratie. Autrement dit, on a effectivement trois types de niveaux, éthique, morale, et puis la loi. Quand on associe ça à la performance, on s'aperçoit que la morale de la performance n'est pas celle qui est en train de diriger nos vies, notre éthique ou nos comportements individuels, en disant, voilà ce qu'est, je vais te donner un exemple très clair, voilà ce qu'est un marathonien. Quelqu'un qui court un marathon pendant plus de 4 heures ne serait pas considéré, selon l'éthique des marathoniens, comme un marathonien, parce qu'il n'a pas passé la barre des 4 heures. Et vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de direction de la morale de ce que pourrait être un marathonien, en disant oui, est-ce que je le suis ou est-ce que je ne le suis pas, parce qu'une institution aurait donné. Alors qu'au sein d'une organisation, quelqu'un qui court 42 km, on peut le considérer comme un marathonien, peu importe le temps qu'il a pu faire. Il n'y a heureusement aujourd'hui pas de loi qui nous dit oui ou non, vous l'êtes. Même si dans le sport, il y a eu des lois qui ont dit tu es sportif ou tu es de cette manière-là en fonction de la loi qui est donnée. Un exemple tout bête va être le certificat dont tu as parlé, Sophie, tout à l'heure. Il est donné, délivré par un gouvernement. Est-ce que oui ou non vous êtes allé à un sommet ? C'est le gouvernement qui vous remet le certificat. Autrement dit, on a cette notion importante dans l'éthique de la performance. De quoi est-ce que l'on parle ? Est-ce que l'on parle de quelque chose qui nous est donné ou quelque chose que l'on a ensemble et on est d'accord avec ? Et cette dimension-là, me semble-t-il, Denis, est importante à positionner pour savoir comment la data est utilisée. Est-ce que la data d'aujourd'hui ou de demain va être érigée en sommet mondial de la performance morale ? Aurélie, c'est une question pour vous, ça. Vaste question qui nécessiterait des heures et surtout beaucoup de réflexion de ma part. Oui. Une chose est claire, c'est que si vous laissez la data décider de la morale, vous tendez systématiquement vers la banalité du mal. Et pour le coup, il faut relire Hannah Arendt. J'en suis persuadée. Donc la data, ça nous éclaire, ça nous donne des indices, des signaux, mais c'est nous qui devons décider de qu'est-ce qu'on en fait et de qu'est-ce que ça amène. Mais je prends un exemple concret. Le vainqueur du Tour de France cette année a remporté donc la course à une moyenne de 41 km/h. Alors, n'importe quelle personne qui fait du vélo le dimanche vous dira que c'est hallucinant d'imaginer qu'en 3 semaines, voilà, il a roulé à 41 km/h de moyenne. Imaginons que la moyenne ait été de 35 km/h. Est-ce que l'on aurait perdu en spectacle ? Certainement pas, finalement. Pourquoi finalement, à quoi sert d'aller toujours plus haut, plus vite, plus loin, alors que peut-être finalement... Bien sûr. Et c'est toute la question de qu'est-ce qu'une performance. Et la performance, à mes yeux, n'est pas que le résultat, c'est les conditions dans lesquelles le résultat est arrivé, c'est-à-dire l'effort qui a été mis en jeu. La personne qui va faire un effort dans des conditions météorologiques catastrophiques, qui l'aura fait avec beaucoup d'obstacles, peut être aussi différent de celui qui l'aura fait sans aucun obstacle. Enfin, je pense que c'est plus complexe, et c'est vrai que nous-mêmes, on est dans cette dynamique du scoop, je ne sais pas si vous vous souvenez tous du Guinness des records, je ne sais pas si ça existe encore, mais on veut toujours plus, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus rapide, et sans véritablement connaître en fait le chemin parcouru par celui qui performe justement. Et donc je pense que c'est plus complexe que ça. Et petit détail, quand vous parliez de dopage,
Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup discuté sur le fait que d'utiliser de la data pour améliorer ses performances, ou en tout cas sans chercher à les améliorer au sens augmenté, mais en tout cas à performer de la même manière en minimisant l'état de fatigue, ce qui est quand même aussi important. Ouais. Certains ont présenté ça comme du dopage, par exemple. Ouais. Maintenant, il y a un consensus, mais il y a eu cette phase où on a considéré la data, est-ce que c'est un dopage? De la même manière pour les nageurs, à une époque, il y avait certains nageurs qui avaient commencé à mettre des combinaisons entières qui en plus permettaient en fait, à l'eau de glisser plus facilement, donc c'était beaucoup moins mouillant en fait, et ça permettait donc à l'athlète d'être plus rapide. On a parlé de dopage. Donc c'est marrant de voir que le mot dopage, en fait, peut aussi être pensé comme augmentation injuste, inégale de la performance. En fait, le dopage peut être considéré comme un accès inégal à un produit pour justement surperformer. Voilà. Et même si le dopage chimique, en plus, a des considérations illégales pour la vente de certaines drogues, bien évidemment. Il y a une phrase de Yannick Nonga qui m'a intéressé, qui m'a interpellé. Il indique être incapable d'accepter de ne pas comprendre. Alors, on voit bien avec la profusion justement de nouvelles technologies aujourd'hui qui permettent d'anticiper, d'analyser, de prédire. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre incapable d'accepter l'inexplicable, d'accepter le mystère, d'accepter que tout ne peut pas et ne doit pas être déchiffré? Et là, je fais un lien aussi avec Sophie, avec le mystère de l'aventure, avec le mystère de la haute montagne, où là, vous rentrez sur un chemin, un camp de base et différents camps, et vraiment avec cet imprévu total et forcément l'acceptation que vous ne pourrez pas tout expliquer. Mais d'abord, Aurélie, et puis Xavier aussi. Je pense, non, justement, les gens ne se disent pas ça, puisque c'est justement par ce paradigme inverse que Yannick dit « je veux comprendre ce qui est compréhensible, par contre, j'accepte l'idée de ne pas comprendre ce qui est incapturable, à savoir l'instinct et l'émotion. » L'instinct et l'intuition, la notion d'émotion, c'est-à-dire qu'on a une émotion qui se transforme en sentiment une fois qu'on l'a conscientisée. On peut éventuellement le comprendre ou pas comprendre. Donc lui, il accepte ça. Ce qu'il ne veut pas, Yannick, et je le comprends, c'est d'être dans ce rôle passif vis-à-vis de cette data qui oriente certaines décisions le concernant. Et ça, je pense que c'est plutôt sain. Oui. Mais vous qui êtes une scientifique, vous ne pensez pas qu'un jour ou l'autre, nous arriverons justement à pénétrer, à maîtriser, comprendre, déchiffrer nos émotions, nos intuitions? Je pense pas, pour une simple raison, et pour le coup, moi aussi je rêve comme Galilée qu'on puisse tout mathématiser, et que, voilà, mais c'est difficile, impossible, parce qu'en fait ça fait référence à des choses qui sont tellement abstraites que de toute façon on les capturera toujours en partie et jamais complètement. Et ça me paraît... Enfin, il y a un sujet, par exemple, que je pense qui est impossible à mathématiser, c'est l'amour. Enfin, et super, il y a des sites de rencontres, c'est génial, enfin, très bien. Mais je pense qu'on n'arrivera jamais à mathématiser complètement pour aller chercher la substance même du rapport amoureux, du sentiment, de l'émotion. Enfin, c'est très compliqué, et c'est tant mieux, en fait. C'est tant mieux. Qu'en pensez-vous, Xavier? Il y a deux choses. La première, c'est, j'ai expliqué l'étymologie d'innovation rapidement. Il faut voir à quelle mesure la première fois où le terme changement a été utilisé dans ces conditions-là, c'est en Grèce antique, avec le terme kétonomia. Et kétonomia, ça signifie encore une fois le changement, et ça a été utilisé par Xénophon à l'occasion du changement de process pour améliorer les mines d'argent dans le Laurion, au sud-est d'Athènes. Et c'est à ce moment-là où on va essayer d'utiliser le terme kétonomia. Il faut améliorer les processus. Et Xénophon va donner des conseils en utilisant le terme kétonomia. On est dans la performance. On est dans la performance, y compris pendant un très grand nombre d'années. Il s'avère que l'évolution des nouvelles technologies, globalement ce que l'on peut appeler le début de l'innovation dans les termes économiques, c'est-à-dire début du XXe siècle avec Schumpeter, début des années 1910, on va avoir un développement technique et technologique qu'on n'a jamais eu auparavant. Et ce développement technique et technologique n'a finalement à peine 100 ans. Donc quand aujourd'hui on est en train parfois de paniquer en disant que l'on a beaucoup de data, regardez la performance, regardez les outils que l'on peut avoir, oui, mais on parle de combien de temps ? On a besoin de temps pour digérer. Vous savez, on a besoin de cycles, on parle des cycles d'innovation, notamment Schumpeter a mis ça en perspective avec les cycles de Kondratiev, dans lesquels on a effectivement un temps de digestion qui est important. Il n'y a pas si longtemps, vous aviez du vin à la fin de marathon. Vous aviez la possibilité de boire un verre de vin à la fin d'un marathon. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Mais ce n'est pas il y a si longtemps que ça. Mes parents l'ont connu. Et je ne suis pas si vieux que ça. C'est-à-dire qu'on a appris des choses sur le corps, la façon de récupérer, la façon de se reposer. On améliore ces connaissances-là grâce à la data. Mais
tout ça est extrêmement récent. Nous avons besoin de digérer l'ensemble de ces innovations qui sont en train d'être développées. Xavier, vous êtes un spécialiste de l'imagination. Les data et plus largement, justement, les outils technologiques vont-ils nous aider, aident-ils déjà à progresser, à ouvrir les espaces de l'imagination ou au contraire ont-ils tendance à les enfermer? Tout à l'heure, vous avez donné la réponse, Denis, lorsque vous avez parlé d'incertitude, on ne sait pas, comme l'aventure par exemple. Vous savez ce qui fait la différence entre le philosophe et le sage? C'est que le sage a atteint la sagesse. Le philosophe, il est sur la voie de la sagesse. Mais il ne voit pas le sommet. Il sait juste qu'il est effectivement sur le bon chemin. L'imagination, c'est cela. L'imagination, c'est comment je vais réussir à imaginer des sommets, imaginer des chemins, mais au moins, je suis sur le chemin. C'est l'heure de conclure et le débat et la journée. Je rappelle la devise olympique de Pierre de Coubertin, Stitus, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. 150 ans plus tard, cette révolution technologique dont nous débattons depuis une heure en modifie-t-elle le sens et la portée? Je laisserai chacun de vous répondre à cette question. Plus haut, en tous les cas, vous savez ce que c'est, plus haut, ça veut dire quelque chose. Oui, alors moi je vais revenir quand même à quelque chose de très terre à terre dans ce que je pratique. On est rien, on n'est absolument rien par rapport à ces grandes montagnes. On est juste des petites fourmis et on essaye de passer dans un petit trou de la fenêtre météo qui nous est accordée pour aller toucher un point et redescendre en bonne santé. Donc on peut mettre beaucoup de théories et beaucoup de data et beaucoup de choses, mais la patience, l'abnégation et toutes ces valeurs fondamentales qui vont faire que peut-être on va y arriver, et c'est ça qui va faire qu'on va garder une part de l'aventure avec un grand A. Une part d'aventure, Xavier? Oui, le plus haut, plus fort et plus loin, c'est ici et maintenant. En philosophie, nous aimons parler de métaphysique, nous aimons parler de transcendance, nous aimons parler tout simplement de la capacité de l'individu à aller plus haut, plus vite, plus loin, mais y compris avec la spiritualité, comme on l'exprimait tout à l'heure. Et elle est ici, dans cette salle. Cette performance-là est accessible pour tous, pour peu que l'on veuille faire l'effort. Vous savez, je fais vite, il y a une question qui avait été posée à Épictète. Combien de personnes Socrate avait-il convaincu à se convertir à la philosophie? Tous les jours, Socrate était sur l'agora. Tous les jours, il était à Athènes et il essayait de convaincre les individus à se convertir à la philosophie. La réponse est cinglante. Épictète répond, pas même 1 sur 1000. Autrement dit, la performance est accessible à tous, notamment pour la philosophie d'exercice spirituel, mais peu font l'effort d'aller jusque-là. Aurélie? Moi, je répondrais par une autre phrase qui est très connue. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Et c'est une manière aussi de désacraliser, ce que vous disiez très justement, de désacraliser le mythe du super-héros solitaire et qu'on ne performe jamais seul, véritablement, ouais, je pense. Merci. Vous pouvez retrouver donc l'intégralité des débats du jour sur latribune.fr. Également le Crayon, ceux qui suivent le média digital Le Crayon pourront suivre différentes interviews, différents moments de la journée. Nous publierons un livre en janvier aux éditions de l'Aube qui va retracer justement toute cette journée de débat. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous remercie Sophie, Xavier et Aurélie. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci.